Annyeonghaseyo, Yorobun. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo va être ciblée sur la K-pop avec des explications sur cet univers et pourquoi je m'y intéresse. Alors premièrement, j'avais envie de faire cette vidéo parce que moi-même je m'y intéresse depuis février 2020 avec la sortie de Map of the Soul 7, l'avant-dernier album des BTS, qui est du coup le premier groupe auquel je me suis intéressée, qui est le groupe le plus connu de K-pop internationalement. Voilà, donc félicitations les gars. Mais avant du coup d'aller plus loin dans les groupes, j'avais envie de vous faire une petite présentation de la K-pop. Donc la K-pop en fait c'est un terme qui désigne la musique coréenne. K pour Korea, voilà. C'est logique. Sauf que du coup, ça met un peu cette musique dans une catégorie différente et les gens vont tout de suite juger sans connaître, ce qui est très énervant, j'y viendrai juste après. K-pop a en fait vu le jour dans les années 90, lorsque la Corée en fait était en pleine crise financière. En fait, elle a décidé de lancer des groupes d'idoles, donc de gens qui seraient très lisses et qui promouvraient un peu la culture coréenne au-delà et qui participeraient au rayonnement international du pays, ce qui depuis a très bien fonctionné. Donc on a eu plusieurs générations de groupes, actuellement on en est à la 4e génération, donc avec des groupes personnellement que je ne connaissais pas du tout dans les années 90, mais dans les années on va dire 2005-2008, les plus connus on va retrouver Big Bang, Super Junior, SHINee, qui sont vraiment les premiers grands piliers de la K-pop, avec des clips ultra travaillés, avec des danseurs et chanteurs au visage parfait qui chantent aussi bien qu'ils dansent. Ce sont de vrais performeurs. Donc, au début c'est une industrie qui a seulement existé en Corée et qui peu à peu s'est étendue au Japon et actuellement à l'international, et c'est un vrai business, il faut le savoir. C'est le soft power de la Corée qui rapporte, alors j'ai un chiffre, en 2012 la K-pop a rapporté 3,4 milliards de dollars. Sauf que depuis il y a eu les BTS et les nouvelles générations, donc maintenant c'est bien plus. Et que du coup une loi a été écrite spécialement pour eux par rapport au service militaire, puisque le service militaire est actuellement obligatoire en fait pour tous les jeunes hommes entre 18 et 28 ans, et que le plus vieux des BTS va avoir 28 ans et qu'ils ne l'ont pas encore fait pour potentiellement l'écourter. Mais ça c'est un sujet assez tatillon, donc on va éviter, mais pour vous montrer la puissance de ce groupe qui est absolument quand même incroyable. Il y a du coup plusieurs entreprises, vu que c'est un business, vous vous doutez bien. Il y a notamment 4 grandes entreprises, mais sachez qu'il y a des dizaines de maisons de disques qui lancent chaque semaine des groupes pour essayer de gagner de l'argent. Donc il y a la SM Entertainment avec notamment SHINee, WayV et EXO qui sont les plus gros groupes. On a JYP avec Stray Kids, GOT7, Day6, 2PM qui est une grosse boîte également. On a YG avec Blackpink et Big Bang, et on a Big Hit avec Tomorrow by Together, BTS et tout ça. Donc vous voyez que c'est vraiment une compétition, vous vous en doutez bien. Comme je vous l'ai dit, il y a des idoles à la pelle tout le temps qui émergent, donc forcément il y a des groupes même qui datent de 2013-2014, donc de la même génération que BTS, qui n'ont pas forcément réussi à ultra être connus, qui sont connus mais qui n'ont pas les millions de fans de BTS, et c'est une industrie très chaude pour essayer de se faire remarquer. Donc du coup en Europe il faut savoir que la K-pop, le premier festival de K-pop a eu lieu à Paris. J'ai été surprise en recherchant l'information en 2016 avec du coup, je vous ai dit, il y a eu EXO, Super Junior, Big Bang, donc les plus gros groupes, et BTS qui ont commencé à être bien connus à l'étranger en faisant leur première tournée internationale. Donc la K-pop depuis 2015-2016 ça a vraiment touché tout le monde a commencé à s'y intéresser et à voir qu'il y avait du potentiel business à se faire, puisque oui forcément c'est du business en Corée, mais notamment les Américains invitent très régulièrement BTS, EXO, Stray Kids,
et compagnie sur leur plateau, parce que ça fait bien de s'intéresser à des groupes étrangers. Donc écoutez, pour une première présentation, je crois que j'ai fait le tour. Alors du coup, la K-pop c'est un univers complètement unique en son genre et c'est une culture en elle-même. Avec du coup des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont été entraînés très jeunes. Actuellement, il y a un groupe qui s'appelle ENHYPEN qui va sortir son premier album qui est produit par Big Hit, donc l'entreprise de BTS. Ils ont, pour vous dire, entre 14 et 18 ans et en fait ils ont fait partie d'un survival show, ce qui est très courant en Corée où en fait vous avez plein d'épreuves de chant, de danse et tout ça et à la fin il ne reste que les meilleurs. Donc ça promouvoit le travail, le hard working et tout ça mais de façon très exagérée, c'est très dur hein. Surtout pour des très jeunes adolescents. Et là ils vont faire leur début seulement 2 mois après la fin du show. Ça veut dire que mi-septembre il y a eu les 7 finalistes qui ont donné du coup le nouveau groupe et le 30 novembre leur premier album sort, donc faut m'expliquer mais pourtant c'est la vérité. Donc vous voyez à quel point c'est fou. Stray Kids a également eu un survival show, ça a été la même chose pour Seventeen et ENHYPEN du coup. Donc vous voyez que c'est une industrie très difficile, qui est très controversée. Je pense que vous avez pu voir les suicides qu'il y a eu, les sasangs qui harcèlent littéralement les idoles, puisque idol pour moi ça veut dire une idole, un être complètement lisse de par son visage, ce qu'il montre aux gens, et c'est pour ça qu'il y a eu des critiques notamment envers la SM Entertainment, donc l'agence de EXO, qui en fait avait plus ou moins des contrats d'esclavage avec les idoles qui ne pouvaient rien faire. Sachez que les idoles en Corée ont très peu le droit d'avoir leurs propres réseaux sociaux. Par exemple, BTS, aucun des membres a un réseau social indépendant. Ça veut dire qu'ils ont un compte Twitter où ils postent, ils ont un Instagram et ils ont un Weverse qui est une plateforme spéciale de Big Hit, mais c'est un membre qui poste mais ils n'ont pas leur Instagram indépendant. Alors que les GOT7 l'ont, Unwood, Astro là, donc en fait ça dépend des groupes et des entreprises, donc c'est quand même assez particulier. Ils n'ont pas vraiment le droit d'avoir des relations avec des filles ou les filles avec des garçons, les groupes de filles, ou alors ça doit être caché parce qu'en fait ça peut avoir des répercussions sur l'agence et surtout les groupes masculins en Corée sont idolâtrés à mort. Je vous invite à regarder la vidéo de Very French Trip que je vous laisserai en barre d'infos sur les fans complètement hystériques qui envoient leur serviette hygiénique par exemple aux idoles. Voilà, c'est pour vous montrer à quel point il y en a des starbés. Et en fait, si les idoles sont en couple, ils n'auront plus vraiment de fans où ça va faire de la peine aux fans, où ils seront harcelés, enfin c'est hyper grave et ça c'est vraiment le point noir je trouve de la K-pop et des Coréens et des Coréennes, de leur état d'esprit. Donc ça je tenais tout de même à le dire. Donc leur façon de vivre, donc ils vivent tous ensemble, quasiment tous ensemble, même BTS jusqu'à récemment alors qu'ils sont millionnaires, très connus et tout ça, vivaient ensemble. GOT7 je sais qu'ils ne vivent pas ensemble. 80s ils vivent ensemble, donc c'est un groupe de la 4e génération qui a 1 million et quelques fans, mais ils ont un appartement, en fait ils sont 8 dans le groupe et il fait 240 mètres carrés je crois. Donc plus vous avez du talent, de la notoriété, de l'âge, enfin en âge de groupe, si vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de groupe, plus vous avez un endroit stylé. C'est quand même assez particulier et souvent c'est l'agence qui paye l'endroit où vous vivez. Donc vous dépendez complètement de l'agence. Sachez également que lorsque vous êtes trainee, donc c'est les années avant d'émerger en fait, vous n'êtes pas payé du tout. C'est ce qu'a vécu Chan, le leader de Stray Kids, qui a été trainee pendant 8 ans. Le gars est australien, il est arrivé en Corée à 13 ans, il a été trainee et il s'est entraîné auprès d'autres idoles comme les GOT7 et tout.
sans faire partie d'un groupe, sans rien avoir en fait. Donc c'est quand même très chaud. Et en fait c'est lui qui par la suite a créé sa propre team qui est Stray Kids et qui actuellement fonctionne très bien. Et franchement ils ont un mérite de ouf, surtout Chad. Donc pourquoi la K-pop fonctionne à mon avis, et ce qui est vrai, c'est qu'ils ont des clips absolument incroyables. Vous voyez un clip de K-pop, jamais, enfin c'est des grands mots, mais vous verrez les clips américains différemment et vous verrez à quel point c'est beaucoup moins bien. Je ne vois pas une star américaine qui danse, qui chante, qui fait des acrobaties à la fois, à part Beyoncé, mais elle fait pas des acrobaties. Eux, ils dansent, ils chantent, ils ont des sets et des décors de ouf. C'est du pur art en fait, et c'est pour se démarquer, c'est pour en donner plein la vue. Alors c'est certes assez peut-être superficiel, mais en attendant, ils s'entraînent de ouf pour montrer des performances incroyables. Eux-mêmes le disent à chaque fois, nous allons travailler dur pour vous montrer des meilleures performances. Alors que nous on se dit déjà mais les gars, c'est déjà ouf. Les clips durent entre 2 et 5 jours de tournage généralement. Par exemple le clip de On de BTS, celui où ils courent et tout, parce qu'ils ont 2 clips de la même chanson, oui. Ils ont mis 5 jours à le faire. Le dernier clip de Blackpink, elles ont mis 3 jours. Donc pour vous dire à quel point c'est au centimètre près, c'est nickel, ils doivent être hyper synchro au niveau de la danse et tout, et que souvent c'est dans des conditions, ils sont à l'extérieur, ils ont froid et tout. Je ne vais pas les plaindre, mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même du haut niveau. Et vu que j'aime la danse et le chant, bah forcément moi je trouve ça impressionnant de les voir si doués. Surtout des groupes, admettons, qui avaient à peine 1 mois d'existence et qui sortent leur premier clip, et c'est un truc de ouf. Exemple avec Pirate King de 80s, où on a dit direct waouh, ils sont hyper doués. Et oui, parce que avant de lancer le groupe, ils ont été trainees pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, donc ils se sont entraînés autant avant de sortir leur premier album. Ensuite, je trouve que les chansons, du coup, elles sont en coréen, avec toujours des titres anglais et des mots et des phrases anglaises pour en parler à un maximum, fait en fait que ce n'est pas forcément pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout s'intéresser à des paroles qu'ils ne comprennent pas. D'ailleurs ça me fait un peu rire les gens qui disent mais tu comprends ce qu'ils disent, alors que même en anglais ils ne vont pas forcément mieux comprendre ce qu'ils disent, donc ça me fait un peu rire. Et bah du coup on a un peu l'impression d'être privilégié entre guillemets si toi tu comprends ce qu'ils disent parce que tu as un niveau de coréen qui fait que, ou parce que tu t'es renseigné sur la traduction. Donc ça j'aime bien en fait, le fait de me dire c'est une industrie qui est en voie de développement, pour laquelle tout le monde ne s'y intéresse pas forcément. Et aussi c'est un moyen d'apprendre le coréen. Moi il y a plein de mots, d'expressions ou de phrases que j'ai apprises grâce à leurs vidéos ou grâce à leurs clips, tout simplement. Ensuite on parlait des clips. Sachez qu'ils ont également tous des vidéos qui sortent très régulièrement, puisqu'il y a une compétition très féroce, je vous le disais, et que pour se démarquer et être proche de leur public, chose qui est très importante pour les groupes, ils ont tous des fandoms. Ça veut dire un nom pour leurs fans, et les fans leur sont très dévoués, et les artistes disent toujours c'est grâce à nos fans qu'on en est là et tout ça. Ils vivent pour les fans en fait, littéralement. Avant de m'intéresser à la K-pop, je n'avais jamais vu ça chez aucun autre artiste. Vous ne verrez jamais aucun autre artiste dire c'est grâce à vous ou qu'on en est là, bidule machin. C'est vraiment impressionnant. Il faut le voir pour le croire. Et du coup, il propose plein de vidéos, que ce soit des lives, des vidéos sur YouTube, des lives du coup sur VLive, qui est une plateforme coréenne créée par le moteur de recherche Naver, sur Twitter, sur Instagram. Ils sont toujours là à poster des vidéos, des behind the scenes de leur performance, de leur music vidéo. Ils font même des vlogs, ils font des lives pour... ils mangent, ils racontent leur journée. Alors ils peuvent pas forcément trop en dire à cause de leur contrat et tout, mais en fait on est vraiment immergé dans leur vie. Alors c'est marketing, complètement. Mais du coup on a l'impression de les connaître personnellement, et il y a vraiment une relation qui se crée privilégiée en fait entre
l'idol ou le groupe que vous aimez et vous fan. Puisqu'il faut savoir que sur VLive, lors d'un live, vous pouvez commenter directement en live ce que dit le gars et il peut vous répondre directement. Moi ça m'est arrivé une fois avec Chan, du coup le leader de Stray Kids, qui a lu mon commentaire, donc c'est quand même hyper cool. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il fonctionne autant et qu'il y a un peu cette addiction entre eux et nous. Et BTS l'explique très bien dans la chanson Piper, dans laquelle ils disent qu'en fait c'est vraiment une addiction. Nous on est addicts de leur contenu, de savoir ce qu'ils font, d'être proches d'eux, mais que eux aussi ont besoin de leur public pour exister. Et le problème c'est que je suis sûre que tous les groupes, le jour où ils ne sont plus en groupe, où ils vont faire leur service militaire, où ils arrêtent ou quoi, ça va être très dur pour eux, puisqu'ils auront toujours été habitués à nous voir comme comme leur, je sais pas comment dire, mais comme sans vous on n'est rien en fait. C'est très chaud et c'est pour ça que c'est quand même un peu triste sur ça, et surtout que leur situation d'idol fait que à travailler incessamment, ils s'éloignent forcément de leur famille, de leurs amis, ils restent qu'entre gars du même groupe, et que du coup s'ils ne nous ont plus, nous non plus, ça fait des gens un peu isolés. Alors encore une fois, je ne les plains pas, mais je vous explique comment ça fonctionne. Un élément qui est important, je trouve, c'est que il nous pousse à nous dépasser, à nous challenger, à croire en nos rêves. Ce sont des personnes vraiment que je trouve admirables, notamment pour ceux qui sont étrangers, parce qu'il y a plusieurs, dans plein de groupes, même et de plus en plus, il y a des idoles qui sont étrangers. Par exemple, dans Seventeen, on a 2 Américains, Coréens et 2 Chinois. Dans Stray Kids, on a 2 Australiens. Chez GOT7, Bam Bam et Thaïlandais. Donc je trouve que ça permet aussi une ouverture d'esprit à d'autres cultures qui est assez cool. Et ces personnes-là, nous motivent vraiment, par exemple, à apprendre le coréen. Par exemple, Félix de Stray Kids était en Corée, il est actuellement en Corée depuis 4 ans et le gars il est bilingue. Donc moi je trouve ça assez admirable qu'ils puissent en arriver là grâce à leur travail incessant. Et souvent ils enregistrent et ils s'entraînent jusqu'à 11h minuit, ce n'est pas du tout rare. Il y en a même qui dorment au bureau en enregistrant et tout, donc c'est quand même assez fort. Voilà, c'est un des trucs que je critiquerais dans la K-pop, mais en fait ça montre que plus tu travailles, plus tu réussis en fait. Et par exemple, RM qui a fait son discours aux Nations Unies à New York en octobre 2018, pour moi c'est clairement ce modèle-ci de travail qui paye. Ça veut dire que le gars avec BTS, il a fait un discours aux Nations Unies sur s'aimer soi-même, sur l'acceptation de qui on est et tout ça, un discours de 7 ou 8 minutes que en anglais, puisque c'est le seul membre qui est bilingue. Et en fait ça reprenait la saga de leurs albums qui s'appelle Love Yourself. Donc je trouve que ça a énormément de sens, et j'en viens du coup au point suivant, qui est que dans leurs chansons, ils mettent toujours des paroles réfléchies, intelligentes et qui s'adressent au monde et aux jeunes qui peuvent rencontrer les mêmes problèmes et les mêmes choses que eux en fait, qui ne sont pas si différents de nous, mis à part la notoriété et tout ça. Mais je trouve que leurs paroles sont beaucoup plus intelligentes et parlent à beaucoup plus de monde que par exemple les chanteurs américains, désolé mais c'est vrai. Et depuis février, je n'écoute quasiment plus que de la K-pop. Bien sûr, j'ai appris le coréen à côté, je l'apprends toujours actuellement, donc je comprends un peu les paroles et souvent je vais voir également les traductions. Je pense que c'est intéressant à faire. Il y a plusieurs groupes qui écrivent eux-mêmes les paroles et ce ne sont pas forcément les entreprises qui écrivent. Par exemple chez Tomorrow by Together, qui est un groupe de Big Hit de la 4e génération, les premiers albums étaient écrits par les producteurs, mais ensuite ils ont participé à l'élaboration
des chansons. Chez BTS c'est quasiment que les 3 rappeurs qui ont quasiment écrit toutes leurs chansons et ils ont plus de 100 chansons pour vous dire. Chez Stray Kids ce sont les 3 rachas qui écrivent les chansons et ça je trouve ça d'autant plus fort en fait parce qu'ils écrivent, ils dansent, ils chantent, ils performent, ils font tout. Pour moi ce sont beaucoup plus des gens qui sont multi-casquettes que les américains, énormément de chanteurs qui sont bons hein, mais qui chantent juste. Voilà, ils font que chanter. Et ben moi je trouve que c'est plus méritant. Mais voilà, par exemple BTS sur la plateforme V-Live, ils ont 21 millions de fans. Et sur YouTube, ils ont 40 millions de fans, pour vous dire à quel point c'est incroyable. Et la différence entre du coup BTS et le second groupe qui arrive après eux sur V-Live, c'est EXO. Et il y a 10 millions d'écart de différence. Ce qui est incroyable. Ensuite, je voulais dire oui que du coup, ils ont participé au soft power de la Corée et du fait de faire connaître la Corée à l'international de par leurs tournées, leurs interviews aux États-Unis qui sont très importantes pour se faire connaître sur le marché américain. Je vous le disais, ce qui est cool, c'est quand il y a un membre étranger ou qui est bilingue, puisque je trouve que ça a d'autant plus d'impact. Par exemple dans Stray Kids il y a 2 Australiens et ben du coup ils font toujours les traducteurs mais je trouve ça très cool parce que du coup les Américains peuvent se dire ils sont peut-être plus abordables. Sachez que 1 million de personnes sont allées en Corée, alors je sais plus en quelle année c'était, mais grâce à la K-pop, grâce en fait à des groupes qui leur ont donné envie de visiter ce pays qui avait l'air cool. Donc c'est quand même assez dingue et sachez que BTS était ambassadeur de la ville de Séoul, ils ont fait plusieurs spots publicitaires et parce que grâce à eux il y a plein de gens qui vont en Corée et moi la première qui m'y intéresse et qui a même envie d'aller y vivre. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est une industrie qui a un impact très 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 fort. Oui, également dans les shows américains, BTS a été le premier groupe qui a eu un titre donc qui est Dynamite, numéro 1 du classement Billboard 100. C'est le premier groupe de K-pop, donc c'est historique et ils ont été numéro 1 6 ou 7 semaines, ce qui est inédit. Et c'est notamment pour ça que les fameux ministres ont écrit une loi spéciale pour le service militaire en rapport avec eux. Ça on verra plus tard si ça se fait ou pas. L'univers qui fait rêver par la beauté, le fait qu'ils soient tous très beaux, par exemple dans BTS, je vous laisserai une photo là, on aime ou on n'aime pas les physiques asiatiques mais ils sont juste là, ils sont objectivement tous très beaux. Après ce qu'il y a de bien c'est qu'on les voit souvent sans maquillage et habillés en jogging, donc du coup on sait très bien à quoi ils ressemblent en dehors en fait des performances et tout, et c'est ça qui est assez cool et qui est assez paradoxal et qui fait assez bizarre, c'est les voir sur la scène où ils sont tous on fleek, magnifiques, ils vont au studio habillés comme vous et moi et du coup c'est cool en fait de voir que c'est juste des gars normaux entre guillemets qui travaillent et il y a des jours où ils sont plus tranquilles, mais du coup c'est sympa de voir un peu les dessous et de se rendre compte de comment ils sont dans la vraie vie parce qu'ils ne sont pas toujours avec une peau flawless et des vêtements de ouf quoi, et heureusement. Ensuite, oui, je vous parlais des clips qui étaient très léchés et tout ça. Sachez que BTS en 7 ans, ils ont sorti 116 clips. Alors ça inclut d'autres clips qui ne sont pas vraiment des music vidéos officielles. Mais Stray Kids, en 3 ans, ils ont sorti 48 clips pour vous montrer à quel point c'est dingue. Et BTS, rien qu'en 2020, ils ont sorti 10 clips. Donc vous voyez la fréquence assez infernale. Et au niveau album, ils en sortent entre tous les groupes réunis entre 2 et 3 par an. Alors il y a des mini-albums où il y a 5 ou 6 pistes. Mais ils peuvent sortir, admettons, un album de 6 pistes et un album de 10 pistes la même année. Je vous disais qu'il y avait du coup une forte compétition et qu'il fallait être toujours présent en fait sur les réseaux pour se démarquer. Exception faite Blackpink qui sortent que très peu de chansons contrairement aux autres groupes. Maintenir le lien avec les fans pour être présent, pour remercier les fans, donc sur Weverse, sur Twitter, sur VLive, sur Instagram. Et c'est en fait ce qui crée un peu cette addiction. Par exemple, eux sont addicts au retour qu'ils peuvent avoir de nous, être sûr que ça nous plaît et avoir un peu notre
bénédiction par rapport à ce qu'ils ont fait et notre approval, notre ouais voilà. Et nous en fait on devient accro en fait à force de voir de plus en plus de contenu d'eux, on veut en voir de plus en plus. Et moi la première, je suis donc plusieurs groupes, et par exemple rien qu'avec les contenus de ces 8 groupes, ça pourrait m'occuper quasiment toute la journée. Donc c'est pour vous dire à quel point ouais, c'est un peu hallucinant. Ce sont les rois du marketing, notamment Big It, Welcome to You, qui jouent énormément sur leur merchandising, par exemple qui vont sortir une collection spéciale de vêtements qu'ont porté BTS lors de leur dernier concert. Ça a été la même chose avec Tomorrow by Together. Ils ont tous des light sticks officiels, donc des espèces de trucs qui s'allument dans les concerts, et en fait ça fait une ambiance ultra stylée. Et tous les groupes ont un light stick officiel, ils sortent tous des albums ultra stylés. Par exemple ici, Map of the Soul de BTS, en fait c'est un album qui vaut 30 €, mais à l'intérieur vous avez du coup un fascicule avec des posters et tout ça, donc en fait ils jouent énormément sur l'objet album, chose qui n'est plus trop présente aux États-Unis. Par exemple là j'ai du 80s avec du coup les photos, enfin vraiment ils jouent énormément sur ça et sur des vêtements, sur le fait qu'ils collaborent avec plein de marques et que ça marche de ouf. Par exemple BTS a collaboré avec Hyundai, une marque de cidre, Chilsang Cider, avec Fila, avec Puma, avec plein de marques qui en fait font qu'ils portent un truc, ils promouvoient un truc, le truc est en rupture de stock. Sachez que Jin, le plus âgé des BTS, avait une veste Balenciaga lors d'un live à 1000 €, elle a été sold out en genre 1 heure. Donc voilà, ils ont une très forte influence et ça marche très bien, et leurs albums souvent viennent du coup de Corée. Il y a les frais de port mais on achète quand même, donc c'est que ça marche très bien. Aussi en nous faisant croire qu'on a une relation privilégiée avec eux. Après ça il faut être au courant. Tous les idoles de tous les groupes que je regarde me font rire, je les trouve talentueux et tout ça, mais je sais que si j'en croise un dans la rue à Séoul, je ne fais pas lui sauter dessus et lui mettre bras dessous, bras dessus en tapant la discute. Je sais qu'on se connaît qu'à travers un écran, mais en attendant ils arrivent bien quand même à faire croire ça, et eux ont besoin de nous, donc c'est pas vraiment du mensonge complètement non plus, je pense. Et un truc qui est bien, c'est qu'en fait lors de leurs vidéos souvent ils font les cons, voilà, il faut le dire, mais ce qui est très cool parce que du coup ça rassure les fans en leur montrant qu'ils ne font pas que travailler et s'entraîner, chanter et tout ça, mais qu'ils font aussi des vidéos pour nous rassurer, pour se détendre eux. Et je pense que ça leur fait énormément de bien d'évacuer la pression et de tout le stress qu'ils doivent avoir toute l'année en fait de leurs obligations, en faisant ces jeux comme les Run BTS, et tu te tapes des barres de rire. Et en fait tu te rends compte qu'ils sont tous aussi dingues les uns que les autres, et sur ça je peux vous assurer que ce n'est pas du tout du fake, parce qu'il y a des membres dans des groupes qui sont plus calmes et qui sont moins exubérants. Et surtout en cette période de virus, moi personnellement ça me fait du bien en fait de regarder ces vidéos, et je ne regarde quasiment plus que ça, parce que tout simplement ça fait penser à autre chose, ça rend heureux. C'est cool, t'apprends le coréen. Aussi je trouve qu'il promouvoit des qualités qu'on ne voit pas ailleurs, même dans d'autres groupes de d'autres nationalités, comme la solidarité, le fait d'être une équipe, parce qu'il faut savoir que du coup ils vivent ensemble comme je vous le disais, et qu'ils sont toujours ensemble. Alors parfois ça peut être très lourd, en attendant ce sont vraiment des frères entre eux. Et même Blackpink, elles vivent aussi ensemble malgré leur notoriété et tout, et du coup elles sont très proches. Donc ça c'est des choses quand même que je trouve assez cool, bien que être aussi proche de quelqu'un c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais, mais je trouve ça tout de même assez stylé quoi, parce qu'ils se créent des amitiés à vie et pas que des relations de travail quoi.
Quelque chose qui est très bien dans la K-pop également, et j'arrive au bout, je vous rassure, ce sont qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y a des groupes où ils font plus de rap. Alors sachez que dans tous les groupes que j'écoute, il y a du rap, tout le temps. Il y a entre 1 et 5 rappeurs. Par exemple, dans Stray Kids, ils sont 4-5 rappeurs sur les 8. Dans ATEEZ, ils sont 2. Chez BTS, ils sont 3. Chez TXT, il y en a 1. Donc, en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y aura des chansons un peu plus lentes, d'autres un peu plus romantiques, d'autres très énergiques. Écoutez Idol de BTS qui est très énergique. Écoutez Cypher 4 qui est très rap. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est ça qui est cool. Il y a des groupes plus ou moins jeunes comme TXT qui ont entre 18 et 21, BTS qui ont entre 23 et 28. Voilà, il y en a vraiment pour tous les âges, tous les goûts, tous les styles, et c'est ça qui est vraiment très cool en fait, parce que c'est une industrie à elle-même, et c'est comme les artistes américains, il y a des choses que vous aimerez, d'autres que vous aimerez moins. Donc quelqu'un qui vient critiquer la K-pop direct en disant je n'aime pas, bah déjà regarde des clips et vois si ça te plaît ou pas. Et vois aussi la traduction, parce que j'ai eu une copine qui m'a dit j'aime ou pas, sans savoir ce que ça voulait dire. Donc ça m'a fait un peu mourir de rire. Je me suis dit bah regarde déjà la traduction. Ah oui, certains idoles ont d'autres activités en plus d'être idol, oui. Par exemple, il y en a qui sont MC, donc ça veut dire présentateur d'un show. En fait, il y a énormément de shows de variété en Corée comme Inkigayo, Music Bank et compagnie. Et par exemple, on a Soobin, le leader de Tomorrow by Together, qui est MC de Music Bank après seulement 1 an et 4 mois d'existence de groupe, ce qui est incroyable. On a Yoonjin de Stray Kids et Chani de SF9 qui sont chez Show Music Core, et en fait ça leur fait une notoriété et une visibilité en plus. Donc voilà, et il y en a d'autres également qui sont acteurs comme Chani et Rowoon de SF9, Eunwoo de Astro, donc ils font ça en plus, et 4 membres également de ATEEZ qui vont jouer dans un drama l'année prochaine, et Jisoo de Blackpink, donc ça fait quand même beaucoup. Je sais pas trop comment ils se débrouillent au niveau emploi du temps, et je vais finir par le groupe Super M qui appartient à la SM Entertainment, qui sont en fait des membres issus de Wavy, NCT, EXO et SHINee, donc des gros groupes. En fait ils ont sélectionné les meilleurs de chaque groupe pour en faire un seul, et on a un gars qui s'appelle Taemin qui est de SHINee depuis ses 15 ans, donc il est du coup dans SHINee, dans Super M, et il a une carrière solo. Donc le gars il fait 3 trucs à la fois. Expliquez-moi. Je vais finir par les scandales que l'on a entendus, les suicides qu'il y a eu, les plaintes par exemple justement contre la SM Entertainment qui est la première agence coréenne, notamment de membres de c'est Super Junior qui se sont plaints de choses qu'aurait faites la SM Entertainment envers eux, qui auraient mis en péril leur santé, notamment les fameuses Saseng qui les suivent, et par exemple Super Junior a eu un accident de voiture à cause de fans totalement folles qui n'arrêtaient pas de les suivre. Donc c'est quand même très grave. Il y a eu un chanteur de SHINee qui s'est suicidé en 2017, il y a eu des chanteuses également, et il y a eu un gros scandale depuis 2019 sur de la pédophilie, de la prostitution, donc là ça va très loin. Donc ce n'est pas du tout une industrie qui est la meilleure du monde, loin de là, mais je vous ai expliqué un peu ce qu'était la K-pop de façon générale, et ce qui me plaisait dans la K-pop, les bonnes valeurs que ça peut diffuser aux fans, de croire en soi, de travailler, que vous aurez, que vous serez récompensé de votre travail. Ça m'a apporté le fait d'apprendre la langue coréenne, de m'intéresser à la Corée, donc de m'ouvrir l'esprit, de me remettre à la danse, d'apprendre le coréen grâce à eux, qui me remontent le moral aussi, qu'ils participent en fait à faire du bien autour d'eux. Et je voulais finir en vous disant que heureusement il y a eu des lois depuis qui sont appliquées pour protéger les artistes qui ont moins de 19 ans, pour qu'ils continuent leur scolarité, vu que le bac c'est à 19 ans en Corée, et qu'ils puissent aller étudier, dormir et tout ça sans être des esclaves, heureusement. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les aspects notamment négatifs de la K-pop avec les
ça sent qui sont complètement folles. Je vous invite à aller voir la vidéo de Very French Trip qui sera dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai très soif, elle aura duré très longtemps. Je pense que je vais couper au montage. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Surtout, ne jugez pas des groupes où à dire on dirait des filles, on dirait des gays, c'est nul ce qu'ils disent, je ne sais pas quoi. Et puis en plus, enfin, à dire on dirait des gays, enfin, je comprends pas les gens qui disent ça. Vous dites clairement que vous êtes homophobe, ça vous pose aucun problème. Allez d'abord voir des clips, vous renseigner un peu. Et vous verrez qu'il y a forcément un groupe qui pourra vous plaire si vous avez envie de vous y intéresser. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis go Mao et à bientôt. Bye.